Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message post-production pour vous annoncer que le podcast ne sera malheureusement pas disponible au format vidéo cette semaine. Nous avons eu des problèmes techniques lors de l'enregistrement et nous nous excusons vraiment de ne pas pouvoir le sortir comme d'habitude. Sinon, j'espère que vous allez passer un bon épisode à nous écouter et je vous dis à tout à l'heure de l'autre côté. Au revoir. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Dunk Up de NBA podcast. Exceptionnellement, c'est Tom qui vous parle. Je reprends la présentation. Donc, je suis avec mes deux acolytes. J'ai Constant. Comment vas-tu, Constant? Bonjour, ça va, bonjour à vous. Je cherche un petit peu d'air dans cette course au play-in pour le Thunder. Donc, si vous avez de l'air à disposition, n'hésitez pas à m'en donner parce que c'est dur de respirer là actuellement. Tu devrais peut-être passer commande auprès de Ja Morant. Moyennement. Et de l'autre côté, j'ai Gabin, fan de Toronto, heureux. Heureux dans ma vie perso, mais je dis ça à chaque épisode. Dans ma vie personnelle, tout va bien. Dans la saison NBA, bof bof. Hein. Là, on joue play-in, j'en ai pas grand chose à faire. On attend la fin de la saison. Comme tu dis, hein, on attend la fin de saison qui s'annonce palpitante, notamment pour la course au play-in à l'Ouest. Donc la semaine dernière, nous n'étions pas là, mais cette semaine, du coup, on vous donne la parole avec un épisode FAQ. Donc cette semaine, on a répondu à vos questions posées essentiellement sur Twitter. Donc on vous répond tout de suite, juste après la pause. Alors, première question de Tom, ami du podcast @FrenchKnicksPod. À quel point la saison des Knicks est une surprise pour vous? Tiens, on va commencer par toi, Constant. À quel point c'est une surprise pour toi la saison des Knicks? Partiellement, c'est partiellement une surprise parce que la saison de Knicks, faut quand même pas oublier que il y a eu des players meeting only dans l'Utah au début de saison. La saison des Knicks aurait largement pu partir vers un tout autre destin avec quelques défaites qui se sont transformées en victoires au bon moment et qui ont permis de conforter Thibodeau. Parce que je rappelle qu'en début de saison, les fans des Knicks voulaient quand même voir la tête de Thibodeau sur une pique. Ce qui était normal puisque les résultats sportifs étaient pas bons, mais il y a eu un moment où il y a eu un turnaround sur cette saison pour les Knicks. Là, ils sont très bons. Depuis la rotation à 9, depuis que Thibodeau est passé dans une rotation à 9, les Knicks sont devenus vraiment très intéressants. Il a mis Derrick Rose de côté, il a mis Evan Fournier de côté. Il s'est vraiment concentré sur un groupe restreint. Surprenant, parce que Jalen Brunson joue à un niveau que l'on soupçonnait pas. On s'est un peu moqué des Knicks au moment de la signature du contrat de Jalen Brunson. Forcé de constater que c'est l'une des meilleures signatures de free agency cet été. Après voilà, le Julius Randle qui retrouve un niveau All-Star et un vrai bon niveau. Non, c'est partiellement surpris parce que l'attaque a franchi un palier que je ne soupçonnais pas pour ces Knicks. Mais il y avait de l'effectif. Pour moi, il y avait un effectif suffisamment profond pour jouer play-in, mais pas pour être à cette position. Et toi, Gabin, du coup, que penses-tu de cette saison des Knicks? Est-ce que c'est vraiment une surprise pour toi? Je suis extrêmement surpris parce que j'étais dans la continuité un peu de la saison dernière et je les attendais en play-in, mais mauvais côté 9-10. Je me disais que ça allait être une saison moyenne et qu'on n'allait pas en parler tant que ça. Et finalement, en fait, la signature de Bronson fait énormément de bien. Parce qu'en vérité, cette année à New York, il y a deux All-Stars. Enfin, il n'était pas, mais il y a deux joueurs niveau All-Star avec Rundle qui retrouvent aussi beaucoup de couleurs. L'année dernière, il nous a tous déçus et on se disait tous, bon, il a fait une saison en sur-régime. C'est bon, Contre Akir. Ouais, voilà. On voit son vrai visage. Sauf que il a réussi à revenir. Et je m'attendais pas à ce que New York soit une des meilleures attaques de la saison. Après, il y a des joueurs qui ont explosé comme Quickley, qui est excellent des deux côtés du terrain et qui est un candidat très 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 sérieux au sixième homme. Josh Hart qui a un apport intéressant et en fait là, depuis qu'il est là, l'équipe survole la compétition. Donc très content pour les Knicks. Je suis curieux de voir ce que ça donne en playoff. Parce que s'ils finissent cinquième comme ils sont actuellement, tu tapes les Cavs au premier tour. En vérité, c'est prenable. Je suis curieux d'avoir votre avis, mais les Cavs, ça peut se faire.
C'est une match-up intéressante en tout cas. Bah, assez d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. D'ailleurs, Gabin, tu fais bien de remarquer que, tu vois, d'un point de vue, c'est un peu peut-être surprenant, mais les Knicks sont l'une des meilleures attaques de cette saison NBA. Je crois ils doivent être à la 7e place actuellement. Et c'est vrai que c'est une équipe, quand tu la regardes jouer, qui a pas mal en fait qui brille par le tough shot making, quoi. Par exemple, du Brunson, beaucoup de Randle, ou en fait, globalement, c'est pas une équipe qui partage beaucoup la balle. Je crois qu'ils sont derniers au nombre de passes, cette saison. Mais du coup, pas beaucoup de passes, beaucoup de 1 contre 1, beaucoup d'ISO. D'ailleurs, c'est une des équipes qui tente le plus de tirs entre 3 et 6 et, 7, et plus de 7 dribbles. Donc, on voit vraiment, tu vois, l'impact du gros niveau de guard play, pas beaucoup de passes, pas beaucoup de risque de perdre la balle pour après développer une équipe et puis une attaque solide. Et après, truc que je trouve intéressant avec cette équipe des Knicks, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une rotation et une profondeur qui leur permet de ne pas être totalement dépendant d'RJ Barrett. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je trouve que la saison d'RJ Barrett, elle est quand même en dents de scie. Notamment défensivement, où elle est très en dents de scie comparée au physique, au corps que peut avoir RJ Barrett, et même avec ce qu'il avait pu proposer défensivement par le passé, je le trouve très irrégulier. En fait, RJ Barrett, pour moi, il a un peu le syndrome Andrew Wiggins pré-Warriors. C'est qu'il va te faire une action, tu te dis comment ce mec est pas All NBA, et puis l'action d'après, tu te dis comment ce mec est en NBA, quoi. Donc il y a vraiment cette irrégularité avec RJ Barrett. Mais je trouve que voilà, l'apport de Josh Hart est quand même très intéressant. Bon, Josh Hart, qui a une réussite à 3 points quand même très élevée pour du Josh Hart, ça aide aussi. Mais Emmanuel Quickley, moi j'adore sa transformation, notamment défensivement. Même Isaiah Hartenstein, par exemple, qui n'est pas celui qui a l'impact statistique le plus élevé. Moi, je trouve qu'en backup center, il est très intéressant. Ce banc d'Enix, même de manière globale, je trouve que le banc d'Enix leur fait énormément de bien. Ce qui est assez paradoxal de parler du banc quand on parle d'une équipe coachée par Tom Thibodeau, mais force est de constater que ces Knicks, le 5 majeur fonctionne bien, mais c'est surtout le banc, moi je trouve, le banc plus Randle, c'est souvent comme ça qu'ils font des runs. Le banc plus Randle, je le trouve très efficace. Très bien, très bien. Du coup, on a une deuxième question sur les Knicks. Alors, il y a une de Tom. Donc, idem, à quel point la saison de Brunson est une surprise, qui rejoint celle de Maxence, avec qui tu discutes souvent d'ailleurs, Constant, sur Twitter, qui est le meilleur point guard de l'Est, donc le meilleur meneur de l'Est, et pourquoi Jalen Brunson? Donc Brunson, du coup. Est-ce vraiment le meilleur meneur de l'Est? Voilà. Non. On est tous d'accord que non. Désolé. Mais c'est pas grave. Désolé, c'est pas grave. Du coup, Gabin, tu veux répondre un peu à cette question? Bah, je suis étonné, pareil pour Brunson, je m'attendais pas à ce qu'il ait cet impact. Après, je suis pas le seul à avoir fait cette erreur, mais on a peut-être sous-estimé l'impact que pouvait avoir le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va en finale de conférence. En fait, après, pour l'instant, c'est derrière Kyrie Irving du coup, mais c'est le meilleur coéquipier qui a eu Luka Doncic, et je pense qu'on l'a tous un peu trop sous-estimé. On se dit ouais, il est pas assez bien entouré, c'est pas une superstar. Mais c'est quand même un très bon joueur solide et on aurait peut-être dû le voir venir plus que ça. C'est tout se dit, c'est un apport sympa, alors qu'en vérité, c'est un All-Star en fait qui est à New York. Par contre, c'est un All-Star, c'est pas. Ah, c'est un All-Star, ça n'est pas un All-Star, il a le niveau. Il aurait dû être sélectionné selon moi, mais bon, bref. C'est pas le meilleur meneur par contre. Il y a plusieurs candidats, mais pour moi, le meilleur meneur de l'Est actuellement, on l'oublie parce que son équipe fait une saison moyenne. C'est Trae Young. Ah non. Alors là, non. Pas cette saison. Alors là, non. Alors, pas cette saison. Hein. Ok, non. En défense, c'est toujours une tâche, mais le mec, il met quand même ses 27 points par match. Bon, j'imagine, Constant, on a le même. Je te laisse repartir sur cette question, Constant. C'est James Harden, le meilleur meneur de la conférence S. Il n'y a pas de débat, c'est James Harden. Il y a un moment. Voyez la saison que fait James Harden. Moi, mon DH20 est rempli de conneries, mais l'an dernier, j'avais dit James Harden, je serais pas étonné si l'an prochain, on le met plus haut que ce qu'il était dans le DH20. On va le remettre plus haut. Je trouve que la saison de James Harden, elle est exceptionnelle. Mais bon, c'est pas le débat. Mais elle est un peu dans l'ombre de Joel Embiid, alors que Harden est très, très, très solide. Mais oui, Jalen Brunson, je pense qu'on a sous-estimé le fait que Jalen Brunson allait être
aussi efficace avec un volume plus important. C'est que Jalen Brunson est un bon joueur. Mais ce qu'on craignait au moment de la signature, c'était qu'avec un usage bien plus élevé que ce qu'il pouvait avoir à Dallas, il devienne un peu plus inefficace. Or, avec un usage beaucoup plus élevé, il est tout aussi efficace, voire même plus efficace, puisqu'il tourne à plus de 50% au tir. Donc voilà, je le trouve très intéressant. C'est une très bonne signature pour les Knicks. Encore une bonne signature. Je me souviens, on comparait le contrat de Jalen Brunson et celui d'Anthony Simons. Les gens étaient plus en Fernie Simons que Jalen Brunson. Force est de constater que Jalen Brunson est en train de faire mentir pas mal de gens. Après, j'attends quand même une confirmation l'an prochain. C'est que là, la saison est très bonne. J'attends de voir quand même s'il est capable de faire ça sur plusieurs années. Parce que lui aussi, dans le clutch, il a quand même des pourcentages qui sont très élevés. On sait que le clutch, ça peut varier d'une année sur l'autre. Et oui, très très bien pour les Knicks, même si non, c'est pas le meilleur meneur de la conférence. C'est vrai que Après, les Knicks, on aura l'occasion de les voir en playoff aussi. Mhm. Donc, on pourra déjà avoir un aperçu de Brunson quand ça joue à haut niveau, avec une nouvelle équipe, du coup. Donc, hâte de voir ça. c'est vrai que Brunson, on l'a déjà vu l'an dernier, et puis contrairement à le truc avec Brunson, c'est que c'est quelqu'un qui a débuté au Mavs sixième homme, enfin du moins qui sortait du banc, et que l'an dernier, il était titulaire en fait. C'est qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais l'an dernier, il était déjà titulaire, mais qu'il jouait aux côtés de Luka Doncic. Et ben voilà, on a vu lors du premier tour de l'an dernier. En fait, l'échantillon où il avait évolué à un très haut niveau était vraiment très très court, et c'était dur en fait de se dire que dans un autre environnement avec pas mal de non-shooters autour de lui, et bah, du coup la pression d'être une nouvelle signature, d'être un peu le visage des Knicks, puisque il a rejoint une équipe qui avait un franchise player qui était un peu en désamour. Donc du coup c'est vrai que le voir avec ces responsabilités là, et le voir être le, le porteur de balle principal d'une équipe, on en attendait beaucoup, et du coup il fait beaucoup mentir cette saison. Bah oui, bah sinon peut-être qu'il n'est pas encore une fois le meilleur, mais il doit être dans le top 5, puisque enfin tu as parlé de James Harden, Constant, on peut aussi mentionner Tyrese Haliburton, on peut peut-être mentionner aussi Oui. des gars comme Darius Garland, Trae Young, enfin voilà, enfin il est dans le premier tiers, on va dire. Il est dans le premier tiers. Je pense pas qu'il y soit au top, enfin du moins au premier niveau, mais il est dans le premier tiers. Bah, en parlant de tiers d'ailleurs et de top, on va parler du top de la conférence avec la question de Vincert, du coup qui est fan de Boston. J'aimerais avoir votre avis sur les favoris en dehors des Bucks. Beaucoup de questions. Forme des Celtics, Sixers coach, à l'ouest, beaucoup de favoris dans des saisons étranges. Denver, est-ce qu'on y croit? Bah, du coup, Constant, la forme des Celtics. Ouais. La forme des Celtics. Non, mais enfin, les Celtics, c'est très compliqué en ce moment. On en avait déjà parlé quand on avait fait le 4 quarts. Tu avais parlé de Ouais. Jaylen Brown. Là, ces derniers temps, c'est plus Jason Tatum qu'il faudrait mettre en négatif, parce que le Tatum, depuis la sortie de All-Star Break, il est quand même à 29% à 3 points, il est à 42% au tir. Là, ça devient vraiment très compliqué. Et en fait, c'est Celtics qui me fait peur. C'est que j'ai l'impression qu'ils sont dépendants du retour de Robert Williams à un niveau très élevé. Pour moi, Robert Williams, ça va complètement être le facteur X de ces Celtics. Ça a pu l'être par le passé, mais là, je trouve que ils sont en train petit à petit pas de trouver leurs limites, mais ils sont en train de piocher. Je pense que le retour de Robert Williams pourrait leur apporter un nouveau souffle, surtout défensivement. Après, le reste, oui, la forme est pas très bonne. Ils sont en difficulté, notamment enfin, même leurs victoires sont pas des belles victoires globalement. C'est vrai. Contre Portland, contre Portland, ils mènent de plus 20, ils se font une frayeur en fin de Ça font match. peur. Je trouve que Ouais. les victoires, ouais. Donc là, face aux Wolves, cette nuit, ils menaient de 18 ou 19 avant non, face au Jazz, pas face Ok, aux ouais. Ils menaient de 18 ou 19 avant de gagner, avant de perdre. Face aux Wolves, c'était pas glorieux non plus. Donc j'attends de voir, mais c'est vrai que la forme des Celtics pose interrogation, et déjà parce que Tatum n'est pas dedans, et deuxièmement, pour moi, l'absence de Robert Williams commence à bien se faire ressentir. T'as la défaite honteuse aussi contre les Rockets il y Les Rockets. a une semaine. Ouais. C'est Mais très ça compliqué, arrive hein. même aux Lakers. Ça Ouais, arrive à des gens très bien mais ces derniers temps. tu vois, quand t'es les Boston Celtics et que Tatum et Brown sont sur le terrain, t'es pas censé perdre contre les Rockets, même si c'est chez eux. Enfin, ça déjà c'est inquiétant. Et puis Robert Williams, encore blessé, est-ce que tu peux vraiment, en fait, c'est pas un joueur fiable, il est tout le temps blessé.
Et le problème, c'est qu'ils sont trop dépendants de lui, sauf que lui, il est tout le temps à l'infirmerie. Et sur le futur, ça peut poser problème. Si, là, pendant les playoffs, il est pas là, enfin, je pense il va revenir bientôt avant, mais s'il se Ouais. reblesse, par exemple, ça va être, je les vois pas aller au bout sans lui. En fait, Robert Williams, ça commence à devenir un vrai problème dans le Massachusetts. C'est vrai que en vrai, quand tu as un Mm. joueur comme Robert Williams et quand tu as la construction de l'équipe, de la façon dont les Celtics sont construits, c'est pas normal en fait que ce joueur-là que tu sois dépendant, enfin, que tu sois tant dépendant de ce type de joueur, sachant qu'il est tout le temps blessé. Mais après, c'est vrai que on l'a vu en playoff, on l'a vu à partir du milieu de la saison dernière. C'est à partir du moment où, oui, il y a eu le replacement, il y a eu le changement, qui était cumulé aussi avec la sortie du roster de Dennis Schroeder et la rentrée de Derrick White, que l'équipe a vraiment passé un palier et qui sont partis sur une pente ascendante. Et c'est vrai que, en vrai, Robert Williams, c'est un joueur qui, je trouve, assez important pour la construction défensive et notamment pour être le joueur de second rideau. Mais sur le côté offensif, c'est quelqu'un qui, par ses sprints et par sa gravité au cercle, va ouvrir en fait des espaces et va permettre du coup va faire en sorte que la défense va réagir à son attaque du cercle agressive et va ouvrir après le jeu de drive and kick que Boston a si bien su faire en début de saison. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui a eu un moment une petite panne d'adresse. Quand tu vois le début de saison où c'était la meilleure équipe au shoot de la NBA, mais genre de très très loin. Et là, il commence à retomber un petit peu sur les standards. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau des Celtics. Il y a peut-être aussi Grant Williams qui sort un peu dans la rotation. Voilà, Complètement. c'est une équipe qui malheureusement n'est pas à son pic au moment où ça compte. Et c'est surtout la comparaison en fait avec les Bucks qui leur fait mal en fait. Avec les Bucks et les Sixers. Même avec les Sixers, hein, C'est ça, les Sixers. aussi. D'ailleurs, les Sixers, on y croit aussi. Mais, Constant, on y croit. mais vous savez quoi, moi j'ai envie d'y croire. Ouais. Encore, c'est comme pour le Voilà. play-in avec le Thunder, c'est pas que j'y crois, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, ça y est, c'est leur année, parce que voilà, James Harden joue à un niveau exceptionnel. Joel Embiid, s'il reste en bonne santé, joue à un niveau exceptionnel. Tyrese Maxey, qui font alterner entre le banc et le starting five, est très bon ces derniers temps. Ils ont un vrai banc depuis ce qui leur manquait par le passé. Moi, j'ai envie de me dire, c'est l'année des Sixers, non pas l'année des Celtics justement, c'est l'année des Sixers. Après, voilà, il y a toujours les incertitudes qui vont demeurer vis-à-vis de Doc Rivers, même si, voilà. Bon, là, les Sixers roulent très bien, donc c'est pas que Joel Embiid non plus. Il faut donner un peu de crédit à Doc Rivers, mais le problème, c'est que Doc Rivers a toujours fait des saisons régulières assez bonnes. C'est en playoff où ça pêche un peu plus. Moi, j'attends de voir, mais j'ai envie d'y croire. Et très honnêtement, si je devais faire un power ranking des équipes favorites, un power ranking de qui gagne le titre, je pense qu'à l'heure actuelle, je mettrais les Sixers devant les Celtics. Et pour moi, cette fin de saison régulière, elle va servir d'une part à ce que Joel Embiid aille chercher son MVP, mais ça, on va en reparler après. Mais d'autre part, d'avoir une bagarre entre qui va récupérer l'avantage du terrain pour une demi-finale de conférence entre les Sixers et les Celtics. Ouais, pour toi, la deuxième place, elle est pas encore jouée. Parce que les Bucks semblent quand même très bien partis. Ouais. Parce que pour moi, les Bucks semblent très bien partis pour être leader de la conférence Est, d'avoir le first seed. Et dans une série Boston-Philly, l'avantage du terrain est très important pour deux équipes aussi proches. Même si les Sixers, à chaque fois qu'ils ont joué Boston, que ce soit dans le passé ou même cette année, ont quand même connu des grosses difficultés. Après, c'est vrai ce que tu dis. Hein. Franchement, jouer les Sixers chez eux en playoff, c'est jamais facile. Je pense qu'ils ont un des tout meilleurs publics de la ligue. Il faudrait faire un classement d'ailleurs, mais ils sont pas loin d'être premiers. Et par contre, ce que je me dis en voyant les équipes, c'est que pour moi, le champion NBA va sortir de l'Est. C'est-à-dire, je vois bien Bucks, Sixers ou Celtics, donc avec Bucks un peu au-dessus, mais Sixers, Celtics qui sont des candidats très sérieux. Et je vois bien une de ces trois équipes en fait remporter la finale NBA derrière. Parce qu'à l'Ouest, c'est un peu le bazar et toutes les équipes me rassurent pas tant que ça. Alors que ces trois équipes-là de l'Est me semblent très solides. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça sort de l'Est. Du coup, ça nous permet du coup de parler un peu de la suite de sa question hein, par rapport à Denver. Est-ce qu'on y croit? C'est vrai que les Nuggets ont dominé la saison
du moins à l'Ouest en tout cas. Ils ont dominé la saison, ils sont devant depuis le début. Et bizarrement, tu as l'impression que c'est au moment où ils sortent leur match référence, par exemple face à Memphis, hein, le fameux match qui a déraillé les deux franchises, leur match. Du coup, ils sortent le match référence face à Memphis, où tu as l'impression que voilà, le Denver allait vraiment était sur la pente ascendante et qu'ils avaient vraiment été les locks pour la meilleure équipe de la conférence Ouest cette saison. Et puis patatras, on enchaîne les blessures et là, tu as l'impression que c'est le pire moment de leur saison. Et bizarrement, tu vois, Memphis, c'est un peu ce qui s'est passé où ils enchaînent 11 victoires de suite avant le road trip à Los Angeles. Et depuis le road trip à Los Angeles, bah la saison a pris aussi un autre virage. Au moment où tu pensais que l'équipe était au plus haut, tout le monde revient au complet, l'équipe revient au complet, tout ça, ben, tu as aussi cette notion de virage. Donc c'est vrai que Denver, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit vraiment à Denver, au moins à l'Est? Qu'est-ce qui serait du coup pour vous une déception en fin de saison pour Denver, d'un point de vue playoff? Qu'est-ce qui serait une déception pour vous? Jusqu'où ils doivent aller pour que leur saison soit réussie pour vous? Tout ce qui n'est pas une finale de conf. Ouais. Et finale de conf, faut bien la jouer. Même si tu te fais sortir, si tu prends un 4-0 contre les Suns, par exemple, c'est décevant. Parce que, bah alors après, la problématique, c'est que vu comment vont se faire les classements, le Suns Nuggets va arriver quasi à coup sûr en demi-finale de conf, si jamais ces deux équipes doivent s'affronter. Donc potentiellement, tu peux avoir une demi-finale de conf. En fait, je viens de dire finale de conf, mais pour moi, si tu sors les Suns en demi de conf, t'as aucune excuse pour perdre en finale de conf, quoi. Tu dois la remporter pour moi si tu sors les Suns. Donc ouais, bah Denver, mais pour moi c'est un peu la même chose que les Celtics, quoi. C'est qu'ils sont vraiment dans une période, ils sont en train de piocher au moment où tu dois être prêt pour les playoffs. Alors après, leur défense est quand même assez catastrophique depuis un sacré bout de temps. Le road trip là se passe très mal. Ils ont perdu à San Antonio, ils ont perdu à Toronto, ils ont perdu à New York. Peut-être que le retour à domicile va déjà leur faire un peu plus de bien. Mais oui, offensivement. Il y a Nikola Jokic. En fait, c'est là où ça devient inquiétant pour les Suns. C'est inquiétant pour les Suns quand Nikola Jokic est obligé de take over. C'est généralement les moments où pour Denver, pardon. J'ai dit les Suns, je crois en plus. Mais c'est là où c'est inquiétant, pardon. C'est là où c'est inquiétant pour les Nuggets, c'est que quand Nikola Jokic est obligé de faire des 30-20-10, c'est que généralement autour ça marche pas très bien et là on peut s'inquiéter pour Denver. Donc oui, ils sont en train de piocher, mais bon, dans une conférence Ouest qui est quand même pas terrible. Pour moi, il reste quand même parmi les deux équipes favorites pour sortir de la conférence Ouest. Après, très honnêtement, pour moi, les 4 meilleures équipes NBA sont dans la conf Est. J'ajoute Cleveland dans le tas. Pour moi, Cleveland est une meilleure équipe que Denver. Mais okay. Statistiquement, c'est une take osée, ça. Oui. C'est une take très osée, mais pourquoi pas, hein. C'est que mon avis, hein, mais Cleveland, défensivement, notamment sur demi-terrain, je les trouve très solides. Bah, c'est ça qui me fait dire que ce sera pas des champions. Enfin, c'est une défense très très moyenne, quoi. En playoff, il y a un moment donné où ça suffira plus. Alors, c'est une des meilleures attaques de toute la saison et Nikola Jokic est en feu, mais quand les coachs adverses vont faire des plans uniquement pour se concentrer sur lui et que la défense de Denver suivra pas, bah, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça, on l'a déjà vu, hein. On a déjà vu Jokic en playoff, hein. Contrairement, entre guillemets, à ce que beaucoup de gens pensent. On a déjà vu Jokic en playoff. On a vu Jokic dominer en playoff. Et même les années précédentes, alors les gens oublient que Denver est allé en finale de conférence dans la bulle, ils sont revenus de 2-3-1 grâce justement au niveau de Jokic, même si bon, c'est plus les performances de Jamal Murray qui restent en tête au premier tour, mais Nikola Jokic a été très solide pendant toute la campagne de playoff. Après, les saisons d'après, il y a des blessures pour Denver. C'est vrai que le 4-0 face aux Suns est pas hyper glorieux, mais bon, Denver était blessé. La saison dernière, ils n'avaient pas entre guillemets assez de puissance de feu pour pouvoir résister à cette équipe des Warriors. Surtout que même quand tu regardes, hein, il manquait tellement de puissance de feu que les Warriors, ils ont sorti leur fameux pool party line-up. Et c'est un line-up qu'ils ont abandonné au fur et à mesure, puisqu'il n'y avait personne qui pouvait leur faire payer le fait d'avoir Curry, Clay et Poole, tous les trois sur le terrain, quoi. C'est un line-up qui, contre Memphis, a disparu, a quasiment disparu, et qui a joué de moins en moins à mesure que les playoffs avançaient. Mais du coup... Ouais. Et puis
Non, vas-y, pardon. Et du coup, ça nous permet de transitionner sur la notion de contender. La notion de contender et une question de Quentin. Quentin du Miami Heat Beat, podcast sur le Heat. Alors, quel est l'aspect le plus sous-estimé pour vous dans la construction d'une équipe contender et le plus surestimé? Bon, on va commencer par l'aspect le plus sous-estimé. On commence par toi, Constant? Pour moi, c'est la capacité de playmaking de tes ailiers. Mhm. Moi, c'est un facteur très important parce que quand tu arrives dans des stades très élevés en playoff, que ce soit finale de conf ou finale NBA, tu auras toujours des défenseurs élites sur le point of attack. Donc, le point of attack qui va très souvent être un meneur ou un arrière. Et je trouve ça très important d'avoir un ailier qui est capable, pas forcément d'être l'option numéro 1, mais qui est capable de faire du playmaking et qui est capable d'avoir des systèmes pour lui et de soulager un petit peu ce meneur ou cet arrière qui est défendu généralement par un très bon extérieur. Moi, c'est vraiment ce point que je trouve très important parce que on l'a vu par le passé, il y a des équipes qui peuvent avoir un excellent meneur, mais qui, parce qu'il n'y a pas d'alternative, notamment sur les ailes, n'arrivent pas à se dépatouiller d'une excellente défense. Donc, pour moi, ouais, c'est vraiment le point le plus sous-estimé sur un contender et qui est finalement assez rare. J'ai l'impression que c'est pas si je regarde les équipes contender, toutes les équipes contender n'ont pas cet ailier playmaker ou qui a des notions de playmaking. Le playmaker de grande taille, du coup. Et toi, Gabin, ce serait quoi? Ouais. C'est un aspect dont on parle jamais dans la construction, c'est l'entente entre les joueurs en fait, et la motivation et la concentration de chacun dans le projet. Et en fait, c'est plus vrai quand ça ne marche pas que quand ça marche. C'est-à-dire que les équipes qui s'entendent tous très bien entre elles, tu vas pas forcément aller au bout, mais c'est super important d'avoir une bonne alchimie entre tout le monde, que ton coach soit respecté dans le vestiaire et que tout le monde aille dans le bon sens. Mais quand ça va pas, bah souvent c'est en fait le problème. Et je prends pour exemple les Clippers 2020, donc ils se font sortir dans la bulle, alors qu'on les attend limite champions. Et on apprend après que en fait Kawhi il pose problème dans le vestiaire, qu'il a pris une maison loin du centre d'entraînement des Clippers et que ça dérange beaucoup de monde qu'il aura des privilèges. Alors que par exemple à Toronto, on n'a jamais entendu de problème de Kawhi. Et par exemple aussi au Jazz, il y a eu des tensions entre Gobert et Mitchell et le projet finalement s'est écroulé et tout le monde s'est fait transférer. Donc à mon avis, c'est un point qu'il faut pas sous-estimer, c'est à quel point tes joueurs en fait s'entendent bien et veulent travailler ensemble. Et par exemple les Warriors qui ont encore gagné la saison dernière, ils se connaissent super bien, ils jouent depuis 2015 ensemble et je pense que ça a servi dans le processus pour aller chercher la bague, le fait que Curry, Thompson, Green, Kerr, Iguodala, ils se connaissent très bien et s'entendent bien. Alors, par contre, il y avait Jordan Poole et Draymond Green, donc C'est arrivé après. C'est peut-être le contre-exemple. Non, le contre-exemple que j'avais trouvé, c'est peut-être les Lakers de Kobe et Shaq. Mais en fait, j'ai eu plein d'interviews et ça me contredit pas parce qu'ils s'appréciaient pas, mais ils se respectaient. C'est-à-dire que c'était pas des meilleurs amis, mais sur le terrain, il y avait aucun problème et il y avait du respect entre les deux quand fallait jouer. C'est surtout, ouais, c'était quand fallait faire le job, ils le faisaient, quoi. Voilà. Et puis ils étaient tellement 3 crans au-dessus de tout le monde que même en te détestant, c'était suffisant. Et par contre, au moment où ils sont arrivés au point de détestation, c'est 2004, et 2004, ils perdent en finale. Ah ah. Hey. Face à une équipe qui avait une très bonne alchimie pour reprendre ce que tu trouves sous-estimé dans la construction d'une équipe. Moi, je dirais l'aspect le plus sous-estimé, c'est ce que ça coûte réellement d'assembler une équipe qui a la polyvalence nécessaire pour gagner 4 séries. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que ça coûte en termes d'assets, en termes d'investissement financier pour pouvoir aller chercher les rôles nécessaires à ton équipe contender en plus du top 10 NBA. Il te faut un top 10 NBA au moins, et encore, top 10. Ouais, top 5 même. Top 6, ouais, 7. voilà. Hein. Tu vois, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément discuté. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose. Enfin, nous, on en parle souvent entre nous, mais peut-être dans le côté grand public, je trouve qu'on fantasme souvent sur, tu vois, par exemple, le titre des Pistons, mais il y en a qu'un comme ça, tu vois.
Donc, tu vois, c'est vrai que je trouve que ça, c'est l'aspect, pour moi, le plus sous-estimé dans la construction d'une équipe. Et du coup, pour le plus sous-estimé, bon, on va inverser. Gabin, pour toi, c'est quoi la chose la plus surestimée pour une équipe contender aujourd'hui? Chose la plus surestimée, c'est en fait le recrutement de grosses stars sans alchimie. Les gens, par exemple, et je remarque ça quand je parle avec des gens qui suivent la saison NBA de très loin, ils n'arrêtent pas de me dire, enfin, notamment la saison dernière, ouais, les Lakers, ça va être incroyable, LeBron, AD, Westbrook. Ouais, mais en fait, avoir des gros noms comme ça, c'est pas le plus important si derrière, t'as pas l'effectif qui se complète, t'as pas des role players et de profondeur. Donc, bah, il y a l'exemple Westbrook où, par exemple, je peux parler des Knicks qui, au lieu d'essayer de construire une équipe, étaient en fait obsédés par l'acquisition d'une superstar et ils sont allés chercher Carmelo Anthony ou Stoudemire, ça a rien donné. En fait, je pense qu'il faut pas se concentrer uniquement sur les gros noms qui feront vendre des maillots. Et toi, Constant, ce serait quoi pour toi? Pour moi, c'est d'avoir des spécialistes à 3 points, mais qui ne peuvent pas défendre. On idéalise souvent ce côté, oui, ils ont un arrière sniper, typiquement Joe Harris, Duncan Robinson. Moi, je trouve que c'est très surestimé ce point-là. C'est que si tu as des shooters à 3 points qui tournent à 40% de réussite dans ce domaine, c'est bien, mais si tu ne peux pas les mettre défensivement, ça va être inutile. Donc oui, vraiment l'exemple que j'ai en tête, je veux pas non plus lui taper dessus, mais c'est Duncan Robinson. C'est vraiment, théoriquement, Duncan Robinson, on se disait dans ce hit, il va être parfait, et tu te rends compte que bon, déjà, il était moins élite dans son shot making que durant la bulle, et en plus, défensivement, c'est trop une liability pour pouvoir être sur le parquet. Donc oui, j'hésitais entre ça et la profondeur de banc. Parce que pour moi, la profondeur de banc, finalement, en playoff, c'est une rotation à 8-9. Je vais prendre l'exemple des Clippers. On dit oui, ils ont Bones Island, ils ont machin, mais finalement, en playoff, tu as une rotation tellement réduite que avoir 11 ou 12 joueurs est pour moi bien moins utile qu'avoir 7 ou 8 joueurs sur lesquels tu peux vraiment te baser. Comme à Boston, par exemple. T'as parlé des shooters, du coup, est-ce qu'on pourrait pas aussi étendre ça à tous les one-way players, par exemple les défenseurs qui peuvent pas tirer ou tu vois les intérieurs qui peuvent pas soit switcher ou qui sont obligés de faire que du drop. Est-ce qu'on peut pas étendre ça en fait au côté à la notion de ne pas être un two-way player du coup? Si, si. Mais tu peux même l'appliquer à un pivot qui est pas capable de sanctionner au lancer. Ça, c'est important aussi. Et on le sous-estime. Donc oui, je trouve que les pivots, enfin les pivots, j'avais cherché la stat pour Ben parce qu'on en avait parlé dans la conversation, mais les pivots des équipes championnes au lancer, depuis les 20 dernières années, elles sont à 67-68% de réussite au lancer. Donc des joueurs qui sont à 50-55, finalement, il y en a pas tant que ça en NBA qui vont très loin. Donc oui, effectivement, il y a cette notion de two-way, en fait, il y a un moment où être trop fort d'un côté du terrain ne peut pas compenser ta faiblesse de l'autre côté, et c'est encore plus valable en playoff. Après, il y a une exception, bah, ça peut arriver d'avoir une seule mission et de ne rien faire d'autre, mais d'être quand même utile. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, l'année dernière, Frank Ntilikina, qui a joué en fait dans la série contre Suns. On lui a dit, bon, toi, tu défends Chris Paul, et c'est tout ce que tu fais. Et finalement, ça a bien marché, mais il a quand même des minutes limitées. Il n'a pas pu exploser de l'autre côté et vraiment être utile offensivement. Donc c'est vrai ce que tu dis. Enfin, ça pose trop de problèmes en fait. Là, fallait vraiment créer des plans de jeu pour intégrer Frank Ntilikina dans la défense, quoi. C'est vrai que ça c'est une question qui pourrait par exemple se poser par exemple pour un gars comme George Yang qui est quand même important pour le Bonnie Sixers, même pour Shake Milton, qui sont des joueurs importants pour le Bonnie Sixers et qui peut-être qui font en sorte que cette équipe soit bonne offensivement, mais qui finalement arrivent au playoff, peut-être qu'ils pourront pas compter sur eux et du coup quid de l'attaque. Est-ce qu'on n'aura pas un jeu un petit peu plus stéréotypé? Moi du coup pour répondre à cette question, un peu comme tu l'as dit Constant, moi c'est les roster spots de 10 à 15 pour les contenders. Alors je pense que ce sont des roster spots en fait qui permettent d'aider en saison régulière pour permettre soit tu peux avoir soit des joueurs en développement, soit des vétérans qui sont là pour accompagner. Mais je trouve que d'un point de vue de terrain, tu fais pas appel à ton de 10 à 15
pour moi, ces rosters spotlight, ils ne comptent pas, et limite, s'ils sont remplis par des joueurs de buyout, ça change pas grand chose. Ouais. Genre typiquement Blake Griffin aux Celtics. Après, ça, c'est vrai en playoff, mais en saison régulière, c'est quand même sympa d'avoir des mecs de 10 à 15, justement. Oui. Ouais, c'est d'accord, effectivement. Du coup, bah, on a parlé des contenders. Bah, là, on va switcher sur le trophée de MVP avec une question de J-Prix. Embiid mérite-t-il d'être MVP cette année? Réponse courte ou réponse longue? Gabin? Pas encore. Car s'il continue à faire des matchs à 30 points là jusqu'à la fin de la saison, bon, sûrement. Là, je pense que Jokic a encore un petit peu sa longueur d'avance. Je trouve meilleur en fait l'attaque des Nuggets qui repose sur lui est tellement excellente grâce à lui que je pense que Jokic est encore devant quoi. Après Embiid, l'avantage qu'il a c'est que bon là il fait une fin de saison de mammouth avec des 30 points par match facile et surtout c'est un excellent two-way, ce que ne fait pas Jokic qui est un défenseur moyen. Donc franchement pour l'instant je dirais Jokic sauf si Embiid continue à mettre 30 points pendant les 8 derniers matchs. Là. Tu vois, quand même 119 d'offensive rating pour Denver cette année. C'est le deuxième offensive rating derrière les Kings. Donc quand même, en vrai, cette équipe de Denver, elle tient le pari annoncé avec la construction du roster. C'est d'avoir une attaque élite et espérer avoir une défense moyenne pour du coup avoir une bonne équation. Du coup, on t'a pas entendu constant sur Embiid. Est-ce qu'il mérite de l'être cette année? Oui, de toute façon, que ce soit Giannis Antetokounmpo, que ce soit Nikola Jokic ou que ce soit Joel Embiid, pour moi, les trois méritent d'être. D'ailleurs, j'adore Nikola Jokic, c'est probablement mon joueur favori. Mais si je devais voter pour quelqu'un, je voterais pour Giannis Antetokounmpo parce que, en fait, Giannis Antetokounmpo, il est arrivé au stade LeBron au Heat. C'est que le gars est vraiment un cran au-dessus de tout le reste. Il est tellement au-dessus qu'on ne le mentionne même pas dans le MVP, alors que les Bucks sont meilleur bilan, qui sont à 22 victoires pour 3 défaites depuis le 1er janvier quand Giannis joue. Voilà, c'est bon. Mais après, oui, Joel Embiid mérite. Mais le point que je trouve bien pour Joel Embiid, c'est que il va jouer les Celtics d'ici la fin de saison. Il rejoue Denver d'ici la fin de saison. En fait, s'il veut être MVP, pour moi, il faut faire des perfs contre ces deux-là et je pense qu'il peut l'avoir. Parce Il me semble qu'il rejoue les Bucks peut-être. Hein. Oui, tout à fait. Il joue ces trois équipes-là. Donc, pour moi, il peut avoir son MVP moment. Il a déjà eu pour moi, c'est important d'avoir un MVP moment. Il y a le tir contre Portland, qui a un MVP moment pour moi. Nikola Jokic, cette saison, j'ai pas l'impression qu'il a un MVP moment. J'essaye de voir, mais j'ai pas de souvenir comme ça d'action où je me dis c'est un MVP moment. Alors je peux en oublier, hein, j'ai pas en toute début de la saison, saison. ouais. C'était surtout en début de saison. Après, c'est vrai que pour Embiid, ce qui peut jouer aussi, c'est, tu vois, par exemple, le premier match qu'il avait eu face à Jokic, il avait quand même dominé le sujet avec une belle victoire des Sixers à la clé. Donc c'est vrai que Ouais. ça peut aussi jouer dans la confrontation. Mais c'est vrai que ce que fait Nikola Jokic cette saison est encore exceptionnel, quoi. Et donc oui, comme tu disais, hein, Embiid mérite d'être MVP. Jokic aussi mérite de l'être. Giannis aussi mérite de l'être. Enfin, les trois joueurs, encore une fois, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, même si peut-être cette année il y a peut-être un petit peu plus de discussion parce qu'il y a peut-être moins d'écart entre les matchs loupés par-ci par-là, les minutes, le temps de jeu et les bilans surtout, puisque on se souvient que l'an dernier c'est ce qui avait été beaucoup reproché à Nikola Jokic, le fameux bilan et le fait qu'il était sixième de l'Ouest et que Jokic était que Embiid était, je crois, deuxième ou troisième de l'Est, mais qui avait à peu près que 2 victoires d'écart entre les deux, quoi. Donc c'est vrai que ça rend en fait la course un petit peu plus palpitante, sachant que les Sixers sont sur une phase ascendante, là où Jokic et Denver, enfin plutôt Denver est sur une phase descendante, alors que tu vois par exemple Jokic survole toujours autant les débats, je trouve. C'est juste que Jamal Murray il est un peu moins bien, les role players sont un peu moins bien, donc du coup on va dire que le château s'effondre un petit peu. On a parlé de Jokic, on va rebondir avec du coup la question de Thomas 565 330 83. Je sais pas si c'est son numéro de téléphone. Bon.
J'aimerais vraiment que vous lanciez un débat sur Jokic qui va être 3 fois MVP potentiellement, donc l'égal de Magic, Bird, et bientôt LeBron. On discutera de ça dans la question. Alors que le gars n'est clairement pas le patron de la ligue, ni même de son équipe en playoff CF 2020. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ont fait un peu tiquer dans cette question. Constant, je te laisse commencer à y répondre. Alors déjà, non mais après on va dire que je suis méchant dans les commentaires de la vidéo YouTube. Donc non mais déjà pour dire que LeBron a été 4 fois MVP, pas 3 fois. Il a jamais été 3 fois de suite, contrairement à Bird qui a été MVP 3 fois de suite. Alors après, il y a plusieurs choses à dire. Déjà de dire que Jokic n'est pas le patron de la ligue. C'est pas un critère pour moi pour être le MVP, puisque quand Bird et Magic s'échangent les MVP, du coup, qui est le patron de la ligue? Parce que Magic, quand il est MVP en 91, il me semble que le patron de la ligue, c'est plus Michael Jordan que Magic Johnson. Donc voilà. Après, le reste, de dire que Jokic n'a jamais été le patron de son équipe en playoff, c'est pas vrai. Déjà, on en a parlé, là tout à l'heure, mais vous regardez 2021, ils perdent pas contre des équipes qui se font défoncer après. Ils perdent contre les Suns qui sont finalistes et ils perdent contre les Warriors qui sont champions. Donc, c'est pas non plus perdre au premier tour un upset, quoi. Ils ont toujours perdu contre des adversaires qui avaient un seed plus élevé que le leur. Et même durant la bulle, ils perdent contre les Lakers qui sont champions. Si vous regardez les 3 campagnes, voilà, il y a 2019 où ils perdent contre Portland, mais c'était les premiers playoffs de Denver et de Nikola Jokic. Sinon, ils perdent soit contre le finaliste, soit contre le champion. Donc, je trouve qu'il y a rien de désobligeant, il y a rien de déshonorant pour ça. Encore une fois, 2021, il est le patron de son équipe, 2022 aussi, et 2020, oui, il y a Jamal Murray qui est exceptionnel, mais c'est ce que je disais en off juste avant. Nikola Jokic sur le Game 7 contre Utah, il est en 30-15 dans un match où Denver a marqué 80 points. 30-15. Donc je pense que oui, Jamal Murray a été énorme, mais faut pas oublier que Jokic est un patron en playoff est un patron, et encore une fois, quand on parle de MVP, je vois pas très bien l'intérêt de ramener ça au playoff. Puis l'année dernière, par exemple, le meilleur joueur de la série contre les Warriors, donc de toute la série, c'est Jokic. Il fait le match où ils vont chercher les Warriors, le match de Jokic, il est impressionnant, il n'y a aucun moyen de Il n'y a l'arrêter. rien à dire. Ouais, c'est ça, donc il domine. Après, je pense qu'il faut vraiment qu'il aille chercher un titre pour faire taire les débats. Mais sur la saison MVP, en fait, sur les saisons qu'il a remportées, pour moi, il est méritant. Et là, j'ai l'impression que depuis peu, c'est soit une lassitude, soit quelque chose d'autre, mais les gens en ont marre de voir Jokic et cherchent un moyen de le descendre, alors que le MVP, c'est des journalistes qui votent, et donc c'est à peu près objectif. Donc il démérite pas normalement. Et j'ai l'impression que c'est un peu à la mode là de lui tomber dessus pour chercher les petites bêtes pour mettre quelqu'un d'autre MVP. C'est vrai que tu vois, en termes d'accomplissement, tu as l'impression qu'il y a, par exemple, un monde entre les accomplissements en playoff de Joel Embiid et les accomplissements en playoff de Nikola Jokic, alors que d'un point de vue fait, Joel Embiid, il n'est pas encore allé en finale de conférence avec les Sixers, là où Nikola Jokic l'a déjà fait. Et ce que tu disais pour Denver n'a jamais perdu en étant Goliath. Quand Denver perdait, ils étaient jamais favoris vraiment. Peut-être Portland Portland avait Portland. peut-être au départ l'excuse de l'expérience, et puis ils perdent sur le meilleur match en carrière de CJ McCollum. Donc c'est vrai que il y a des circonstances. Après c'est vrai que ce qui peut leur être reproché encore une fois, c'est la notion peut-être de two-way force. En fait Jokic, qui se passe avec lui, c'est que offensivement il domine d'une façon dont ne domine pas les stars offensives qu'on a connues peut-être ces dernières années. Là où il est vraiment dans l'ultra efficacité, et t'as l'impression limite que son taux d'usage est trop bas pour ce qu'il arrive à produire, et limite que tu voudrais un peu qu'il fasse des prestations un peu comme c'est-à-dire que on a vraiment deux opposés où t'as par exemple un joueur qui va donner un maximum de paniers à ses coéquipiers pour élever le niveau offensif de son équipe, et t'as de l'autre côté un joueur qui va
être ultra efficace sur la majorité de ses possessions et augmenter son nombre de possessions pour faire monter le pourcentage et le niveau offensif de son équipe. C'est un peu, tu vois, c'est comme si en fait, moi, ça me rappelle un peu le débat KD-LeBron à un moment donné où t'as entre guillemets celui qui fait les perfs au scoring et celui qui va t'auras peut-être moins de scoring mais t'auras plus de passes, de rebonds, des choses comme ça quoi. Donc oui, c'est vrai que voilà, Jokic, il est attendu au tournant, mais encore une fois, comme tu disais Constant, pour moi, il y a une grosse différence entre la saison régulière et les playoffs, et le MVP est un titre de saison régulière. Donc même si tu fais rien en playoffs, ça n'enlève pas ce que tu as fait en saison régulière. Ouais. Tu parlais, pour moi, il me rappelle un peu 2006 avec Steve Nash. Pour moi, j'ai vraiment l'impression, c'est effectivement le côté usage un peu plus bas. Pour moi, il me rappelle vraiment les débats qu'on a pu avoir sur Steve Nash. Et Steve Nash, effectivement, j'étais trop petit, mais Steve Nash, je pense que lui aussi devait avoir l'argument playoff pour certains de ses détracteurs, notamment en 2006 quand ils se font sortir en finale de conf par les Spurs assez salement. Même s'il y a la blessure de Joe Johnson, le what if, la blessure de Joe Johnson. C'est Joe Johnson qui l'a dit. Si je m'étais pas blessé, on aurait été champion. Mais en 2006, il y avait une histoire de bilan aussi. Donc ouais, pour moi, ça me rappelle vraiment les arguments qu'on pouvait avoir sur Nash. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui disaient c'est pour Kobe ou c'est pour Shaq. Oui, ça me rappelle ce genre de discussion. Puis après, là, il baisse en régime un peu et Embiid repasse devant d'après les bookmakers. Mais en même temps, de l'autre côté, les Nuggets sont premiers avec 4 victoires d'avance. Tu peux te le permettre, en fait, de jouer moyennement bien. C'est pas vraiment... en termes de plafond, il a montré qu'il est très très fort. En tout cas, on était sur un débat par rapport à des performances historiques. Bon, on va rester sur la notion d'histoire avec la question de M-Pick. Pour vous, quelle est la raison pour laquelle on retient plus les sélections All-Star plutôt que les All-NBA Teams, alors que le choix est beaucoup plus restreint pour les All-NBA? Quand on présente un joueur, on parle toujours des sélections All-Star avant les All-NBA. Pour ça, c'est une question qui, toi, te parlait beaucoup. Du coup, je te lance là-dessus. Je pense que la réponse se trouve dans la question, en fait, parce que c'est plus restreint. Et pour moi, il y a un facteur historique, c'est que les All-NBA First Team, ça existe depuis la création de la NBA, donc depuis la saison 46-47. Par contre, la All-NBA Second Team existe depuis 87-88, donc ça fait à peine 35 ans, et la Third existe depuis 88-89. Ce qui veut dire que pendant plus de 40 ans de NBA, il y avait 5 joueurs qui étaient sélectionnés dans une All-NBA. Ouais. Donc pour moi, je trouve que même d'un point... Et du coup, les gens sélectionnaient l'All-Star parce que c'était plus représentatif, tout bêtement. Parce qu'il y avait plus de gens qui étaient sélectionnés plutôt que 5 personnes, sachant que les All-NBA dépendent aussi beaucoup plus du bilan que les All-Stars, j'ai l'impression. Surtout depuis quelques années. Mais voilà, pour moi, il y a un facteur historique et il y a le fait que pendant 40 ans, c'était 5 joueurs qui étaient sélectionnés. Et voilà, et puis effectivement, oui, je pense que c'est le fait que ce soit restreint, beaucoup plus restreint et beaucoup plus dépendant pour moi de facteurs extérieurs qu'au niveau propre du joueur comparé au All-Star, plutôt que dire les All-NBA. Moi, j'avais pas cette impression et j'invite nos auditeurs à pas s'y méprendre. Un All-NBA, ça vaut largement plus qu'une sélection All-Star. Parce que déjà, t'as que 15 joueurs. Ensuite, c'est des journalistes qui votent et donc c'est censé être objectif et c'est pas... Là, on juge vraiment la performance et pas la popularité. Et donc, ça évite de se retrouver avec Andrew Wiggins, starter l'année dernière. C'est encore n'importe quoi. Et au moins, All-NBA, tu as cette objectivité. On te met 15 joueurs et c'est censé être les 15 meilleurs joueurs. Après, il y a les débats sur en fait, le fait que ce soit des équipes donc, qui sont classées par poste. Moi, je trouve ça un peu nul parce que du coup, c'est pas véritablement les 15 meilleurs joueurs de NBA qui sont représentés. Mais par contre, ce qui est bien aussi avec les All-NBA, c'est qu'on te dit la All-NBA First, Second et Third Team. Et donc, tu as un peu ce rank. On sait un peu où tu te situes dans la saison. Alors que par exemple, cette année, enfin, je veux dire, Nikola Jokic et De'Aaron Fox, ils ont exactement le même statut au All-Star Game, c'est une sélection All-Star. On te dit pas, lui, il est First Team, Second, Third Team ou pas du tout pris. Donc, les All-Star Games, c'est très sympa, c'est significatif, mais ça vaudra toujours moins qu'une All-NBA quand même.
Ouais, bah assez d'accord avec ce que vous avez dit. Le seul truc que j'aurais rajouté, moi, c'est la notion de nombre. En fait, ça fait, enfin, c'est mieux de dire que Intel a été, par exemple, 10 ou 13 fois All-Star que de dire qu'il a été 3 fois All-NBA quand tu vas le présenter Hall of Fame. Hmm. Donc, c'est vrai que la notion de, de volume, je trouve, est plus importante puisque les sélections au All-Star Game sont plus simples, vraiment, entre guillemets, à obtenir que des sélections All-NBA. Et puis le All-Star Game, je me dis aussi que la NBA sont très forts au niveau du marketing sur ce coup-là. C'est que tout le monde peut voter et tu as des véritables propagandes sur Twitter avec RT pour voter pour mon joueur. Et donc, en fait, pendant quelques mois, on est tous à fond derrière nos chouchous de notre équipe pour les mettre dans les teams All-Star. Et en fait, on attend tous les sélections parce que on a eu un véritable impact derrière. Alors que c'est vrai que la All-NBA, bah, on décide rien et elle tombe un peu comme ça. Donc ça explique peut-être aussi un peu. Du coup, on enchaîne, puisqu'il nous reste quand même pas mal. Je vois que le chrono avance. Il nous reste quelques questions à traiter. Une question de Maxence. Quelles équipes NBA semblent les mieux positionnées pour un gros trade l'été prochain? Allez, si on va se dire, bon, elle est au pluriel, on va en citer peut-être 2 chacun. Moi, j'avais pensé immédiatement aux Raptors, mon équipe, parce que forcément, on les attendait à la trade deadline. Finalement, il s'est rien passé à part l'arrivée de Jakob Poeltl. Mais à mon avis, c'est pas la finalité du projet. Et cet été, c'est sûr qu'on va avoir un gros nom qui va bouger. Et je pense à soit Siakam ou OG. Siakam, ça me semble quasiment sûr. OG, voir s'il s'inscrit dans le projet. Et donc, Raptors, franchement, je suis à 90% sûr qu'il va se passer un énorme trade de ce côté-là. Une deuxième équipe peut-être? Attention au Miami Heat, parce que si ça perd encore Jimmy Butler, il va peut-être commencer à s'énerver. Je dis juste, regardez bien les playoffs, parce que quand tu as fait finale de conférence, que tu es à un shoot d'aller en finale NBA, et que la saison d'après, tu fais septième pour aller play-in, galérer et peut-être te faire sortir au premier tour, est-ce qu'on n'aurait pas une demande de trade du côté de Jimmy Butler? Regarde, ils ont fait finale NBA et l'année d'après ils se font sweeper au premier tour. Hein, donc Ouais, mais là, est-ce qu'il en a pas ras-le-bol de jouer avec... Enfin, Laurie, il suit plus le rythme et t'as Bam Adebayo, le reste, c'est quand même... C'est pas une équipe qui te permet d'aller loin, quoi. Je sais pas. Ah, moi, je pose la petite graine à voir. ça dépend dans quel sens on entend la question gros move. Dans le sens qui va recevoir ou qui va envoyer. Ah, il Pour peut moi, il y a, envoyer. pour moi, il y Les a. deux. Les deux, hein, Ah, je pense que ça peut être les deux. Hein. Soit une équipe qui envoie, enfin, il a dit un gros trade, il n'a pas dit quelle équipe semble positionnée pour soit acquérir, soit pour vendre. Donc, un gros trade. pour moi, je surveille New Orleans très fort. Je surveille ce qui se passe du côté New Orleans parce que là, pour le coup, surtout avec les incertitudes vis-à-vis de la santé de Zion, il peut potentiellement se passer quelque chose. Vu le niveau affreux de CJ McCollum, ce qui est quand même assez difficile. Et non, mais enfin, voilà, il était très bon l'an dernier et là, pour le coup, bizarrement, les Pels sont moins bien aussi parce que CJ McCollum n'a pas le niveau qu'il avait sur la seconde partie de saison l'an dernier avec les Pels. Et je pense que les Clippers, je garde un œil sur comment ça se passe en playoff. Parce qu'au premier tour, on se rapproche potentiellement d'un Suns Clippers. Vu les bilans, on est en train de se rapprocher d'une éventualité. Là, pour le coup, s'il y a une défaite au premier tour, même si c'est contre les Suns, t'as un proprio qui envoie des chèques illimités, donc ça pour le coup c'est toujours plus simple que d'avoir un proprio qui est tatillon sur la luxury tax, mais je me dis attention à ce que peuvent faire les Clippers parce qu'ils peuvent pas répéter en fait ils peuvent pas y retourner tous les ans. Il y a un moment où ça va lâcher, peut-être pas cet été, mais je dis gardons un œil quand même sur ces Clippers. Ce serait peut-être la défaite de trop cet été. Ça fait trop longtemps que le projet dure et se concrétise pas en fait. Pour moi, pour répondre à la question, moi je dirais Dallas. Dallas, puisqu'en fait, ils arrivent à la fin de leur obligation de pick pour Porzingis. Et une fois que les picks pour Porzingis seront passés, pourront faire leur fameux move avec 3 picks swap et des picks à foison. Donc, je pense à Dallas. Et la deuxième équipe, je pense potentiellement à Boston. Je pense potentiellement à Boston. Pourquoi? Parce que ils ont les contrats. Ils ont
Je pense qu'ils ont goûté au final NBA. Si ils font pas finale de conf ou si ils vont pas peut-être en finale NBA, s'ils se font sortir un petit peu avant, je pense qu'ils pourraient se laisser tenter par vendre une partie de la profondeur pour acquérir un talent de top niveau supplémentaire. Voilà, pour faire ça. Ils ont déjà envoyé pas mal pour Brogdon aussi, en termes de pick. Oui, mais tu vois, en termes de pick, chaque fois, ils font un pick plus quelque chose. Un pick, un joueur plus quelque chose. Un pick, un joueur pour quelque chose, mais on n'a pas encore eu le gros move, deux pick swap, 3 picks ou des choses comme ça. Donc peut-être que si ça se passe mal, ils pourront se tenter. Après, il faut voir qui est disponible. Et tu vois, c'est vrai que l'année dernière, on se souvient, il y avait eu un débat, notamment autour de Damian Lillard. Est-ce qu'il serait allé le chercher ou pas? Tu vois, je dis pas que ça se fera ou quoi que ce soit, mais je pense que si l'équipe peut-être plafonne ou du moins déçoit par rapport aux attentes qu'il y a et par rapport à ce qu'ils ont montré en première partie de saison, ils pourraient se laisser tenter par aller chercher un joueur supplémentaire qui n'est pas un role player. L'année dernière, ils ont quand même pas voulu échanger Jalen Brown contre Kevin Durant. On sait que des rumeurs, mais ils auraient peut-être pu le faire, quoi. Gardons un œil aussi sur Golden State. Oui, oui. Gardons un œil sur Golden State, notamment le cas de Draymond Green. Oui. Du coup, on enchaîne toujours dans cette notion. Quel joueur va bouger cet été? On va faire très rapide. 2 joueurs max. Irving qui va pas signer après une défaite au premier tour et donc le trade est un énorme échec et Siakam. Ok. Constant. Pascal Siakam et Fred VanVleet. Attends, carrément. Moi, j'ai Siakam aussi. Bon, on est 3 avant Siakam, tu vois. Bah, Siakam et Bradley Beal si il dépasse Wes Unseld. Non, attends, je vais changer. Je vais dire Siakam et Draymond Green, du coup. Excuse-moi. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ok. On enchaîne. Alors, selon vous, question de Simao. Quel est le joueur le plus sous-estimé et surestimé de la ligue pour chacun d'entre vous? Alors, quel est le joueur le plus sous-estimé? Constant, pour toi, quel est le joueur le plus sous-estimé? Je vais aller du côté de Memphis. Je vais prendre un meneur backup. Je vais prendre Tyus Jones, qui pour moi est le joueur le plus sous... Alors j'en avais un autre, c'était Josh Green du côté de Dallas, parce que la progression de Josh Green à Dallas, c'est quand même... personne n'en parle, mais quand il est arrivé, c'était vraiment un profil totalement brut. Et là, il est en train de se développer depuis son retour de blessure. C'est que le deuxième meilleur Josh australien de la ligue, parce qu'il y a Josh Giddey devant. Mais il est vraiment très intéressant. Mais Tyus Jones, oui, pour moi, c'est un régal à voir jouer. Très honnêtement, si on pouvait dupliquer Tyus Jones et avoir un Tyus Jones dans chaque franchise NBA, moi, franchement, ce serait pas pour me déplaire. Parce que c'est vraiment pour moi, c'est le meneur backup personnifié, quoi. C'est que quand déjà il tourne à moins d'une perte de balle par match alors qu'il a plus de 4 passes, il a un turnover, un ratio assist turnover qui est le meilleur de la ligue, enfin l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur de la ligue. Et ensuite, pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est que quand il y a des absences, que ce soit blessure ou que ce soit suspension du côté de Memphis, en fait, il est capable d'élever son niveau de jeu parce que Tyus Jones, quand il est titulaire, il a 17 points, il a 4 rebonds, il a 8 passes, à plus de 50% au tir et 42% à 3 points. Donc oui, Tyus Jones, alors il a eu un bon contrat du côté de Memphis puisqu'il a touché 29 millions sur 2 ans. Je ne sais pas s'il y avait une année qui précédait cette saison actuellement, mais je crois que c'est le tarif. Donc il a eu quand même un bon contrat. Je trouve que oui, on ne parle pas assez de Tyus Jones et que pour le coup, c'est vraiment déjà on sous-estime la notion de meneur backup pour moi, notamment chez un contender. Mais Tyus Jones, c'est vraiment pour moi le meneur backup personnifié qui remplit tous les critères du meneur backup. Moi, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. Je vais parler de Josh Green à Dallas. Ah voilà. Je t'entendais en parler. Et on s'est même pas concerté avant. Hein. Non. Ça, j'ai essayé de te regarder en mode arrête. Tant pis, mais comme tu l'as dit, il faut en parler. Il a fait 3 matchs à plus de 20 points sur les 4 derniers. Et en fait, Josh Green, j'ai envie d'en parler parce que des fois, je regarde Dallas et je me dis, mais c'est quoi ce miel pour les yeux? Il fait des actions, il y a certains flashs qui sont magnifiques. Il y a du handle, parfois il y a du shoot, très bonne vision de jeu. Et en fait, sur le long terme, ça peut devenir un très bon joueur. Et là, pour l'instant, par moment, c'est un des meilleurs Mavericks dans les matchs et on n'en parle jamais. Donc, à voir ce que ça va devenir,
c'est un diamant très, très, très brut. C'est-à-dire qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs. Il y a quand même beaucoup de pertes de balles. Mais Josh Green, en fait, c'est un des joueurs que j'apprécie le plus voir jouer, en fait. Je trouve ça très beau. Bah, d'ailleurs, moi, Josh Green, j'ai eu l'occasion du coup d'en parler lors du dernier podcast du Basket Lab, du coup sur le rôle de connecteur qu'on vous invite à aller écouter. On salue d'ailleurs Guillaume au passage. Bah, pour moi, en fait, le joueur le plus estimé de la ligue, et je pense que je suis un peu biaisé, c'est Kyle Anderson. Moi, c'est l'un de mes joueurs préférés. Je trouve que c'est un joueur qui, que ce soit en sortie de banc, que ce soit dans un rôle de, par exemple, de poste 4, que ce soit en défenseur sur le périmètre, en point of attack, que ce soit un défenseur sur les ailes, je trouve que c'est un joueur qui peut s'adapter en fait à tous les environnements. Généralement, on pense souvent aux joueurs plug and play, comme les joueurs par exemple qui ont de la gravité sur des notions de shoot et qui sont pas trop demandeurs de la balle. Et je trouve que Kyle Anderson, en termes de fluidificateur de jeu, en termes de polyvalence offensive et défensive, pardon, c'est le joueur le plus sous-estimé de la ligue. Et pour moi, c'est pas. On parlait par exemple en début de podcast du fait que peut-être que Jalen Brunson était la meilleure signature de l'été. Je trouve que Kyle Anderson, ça doit être la deuxième, peut-être avec Bruce Brown. Parmi les signatures au niveau de la mid-level ou quelque chose comme ça, quoi. Donc je trouve que c'est un joueur qui est très important et je pense que son importance se voit non seulement en saison régulière quand il doit prendre la place d'un titulaire, mais elle se voit aussi en play-off quand c'est lui qui rentre sur le terrain. Et on parlait tout à l'heure du fait d'avoir des bons joueurs et des joueurs qui ont très peu de faiblesses en play-off, à quel point c'était important. Je pense que quand lui tu l'as dans ta rotation en play-off, tu vas loin, du moins tu as la flexibilité, il t'offre la flexibilité dans les line-up qui vont te permettre de t'adapter à plusieurs match-ups. Je pensais que les Wolves allaient être meilleurs que ça grâce à lui. Hein. Enfin, grâce à lui. Moi, j'aimais beaucoup cette signature et c'était une des raisons qui me faisait dire que les Wolves allaient être très forts. Tellement Kyle Anderson, j'aime beaucoup ce joueur. Non, Moi, j'avais Jaden McDaniels qui est de la même équipe et qui rentrait dans le classement parce que quand même très intéressant. Ouais, c'est clair. Ben là, on passe de l'autre côté. On va passer de l'autre côté. Du coup, on va faire peut-être grincer des dents. Gabin, pour toi, quel est le joueur... On va se faire des ennemis. Quel est le joueur le plus surestimé de la ligue? DeAndre Ayton. Ah ouais. Selon moi. Alors, on parle quand même d'un joueur qui est payé 30 millions la saison, qui sera payé 35 millions en 2026, donc un contrat max. Et en fait, c'est quelqu'un, pour rappel, il était agent libre restreint. Les Pacers lui ont offert un contrat max et les Suns ont dû le matcher. Mais je pense qu'il vaut pas du tout cette valeur-là et que tu peux le remplacer en fait. C'est-à-dire que les Suns n'auraient pas dû lui signer un contrat max. J'entends beaucoup de gens dire, de la saison dernière par exemple, ouais, c'est le Big Three des Suns. Enfin, t'as Booker, Paul et Ayton. Je trouve que Ayton, c'est en fait la différence de niveau avec les deux autres est énorme. Et si on faisait un top 10 tout de suite là des pivots de la ligue, il n'est pas il n'est pas très loin devant des Allen, Valanciunas, Capella. À mon avis, il est à peu près au même niveau. Donc, est-ce que ça mérite qu'on le considère comme un des tout meilleurs et qu'il soit payé au max? Je pense pas. J'ai vu grincer les dents un peu. Il y a beaucoup on a beaucoup d'autres lignées, Constant. Ouais, pour moi, DeAndre Ayton, sur la notion de remplaçable, non, pour moi, il est pas remplaçable, DeAndre Ayton. Pareil. Dans son style, tu peux pas le remplacer, en fait. Et en fait, pourquoi Chris Paul et Devin Booker ont autant d'espace? C'est parce que quand DeAndre Ayton pose un écran, les défenses sont attirées par potentiellement le flotteur à mi-distance que peut envoyer DeAndre Ayton. C'est qu'en fait, c'est pas qu'un simple poseur d'écran, c'est qu'il a vraiment ce petit bout de shoot à mi-distance qui fait que Chris Paul peut avoir ses mid-range, que Devin Booker peut avoir des lignes de drive, et je trouve, voilà, sans même parler de qu'est-ce que ça va donner avec Kevin Durant, ou défensivement aussi. Donc voilà, moi, le contrat, de toute façon, on sait très bien que les Pacers, ils pensaient pas non plus qu'il valait un max, mais ils l'ont donné en espérant que les Suns s'alignent pas. C'est ce que faisaient les Nets à l'époque, c'est surpayer un peu les joueurs, les restrictifs pour les avoir. Mais non, moi je trouve que DeAndre Ayton, oui, c'est pas le pivot parfait. Oui, il est frustrant parce que pour moi c'est un joueur qui n'a pas conscience de sa taille et qui joue pas avec sa taille. Ça c'est pour moi le point faible de DeAndre Ayton. Mais sur la notion de remplaçabilité, non, pour moi il est
il est très 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 difficilement remplaçable dans ces Suns. Ce que tu as dit, hein, il a un très bon mid-range, mais je trouve qu'il domine pas assez la raquette pour ce qu'il pourrait faire. Ça me dérange aussi. Oui, ça oui. Trop dans l'évitement. Toi, Constant, du coup, aïe aïe aïe. Ça sourit. Je vais encore me faire des copains. Hein. Pour moi, j'ai 2 noms et vous allez voir, il y a un thème récurrent. C'est Jordan Poole et Anthony Simons. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. 2 joueurs assez similaires, qui ne sont pas des mauvais joueurs en soi, mais qui pour moi ont quand même une valeur qui est assez surestimée aux yeux de tout le monde. Anthony Simons, c'est difficile parce que Portland c'est quand même pas évident, mais je l'ai évoqué quand on a parlé du contrat de Jalen Brunson. Anthony Simons a fait des bonnes performances quand Damian Lillard était absent, mais qui pour moi n'étaient que des bonnes performances, c'était pas des très bonnes performances. Et tout de suite, quand Anthony Simons a été prolongé pour une somme assez élevée, puisqu'il prend 100 millions sur 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, voilà, pour moi c'est un joueur dont on pense que le shoot est élite, alors que le shoot, si on constate les pourcentages, ne sont pas élites. C'est un tough shot maker, et la finalité en termes de pourcentage de réussite, elle est pas au niveau de ce que peuvent être même un Tyler Hero qui est beaucoup plus efficace qu'un Anthony Simons, alors que c'est un tough shot maker. Jordan Poole, la problématique, c'est que il évolue à côté de Steph Curry et de Klay Thompson, et que déjà quand on va regarder les ratings un petit peu du côté de Golden State, Jordan Poole, Klay Thompson et Steph Curry, quand les 3 sont sur le parquet et qu'Andrew Wiggins n'est pas sur le parquet, ils ont un net rating négatif, ce qui est déjà une problématique. Et oui, je trouve que Jordan Poole a eu un contrat qui était quand même assez, qui était très élevé, qui va poser des problèmes aux Warriors pour la prolongation de Draymond Green. Notamment. Et oui, pour moi, Jordan Poole, si je dois faire le classement des joueurs les plus importants pour Golden State, il est derrière Steph, il est même derrière Draymond, je pense qu'il est même derrière, enfin c'est sûr, il est derrière Andrew Wiggins, il est à la bataille avec Klay Thompson. Donc pour moi, c'est le 5e joueur le plus important de ta franchise à qui t'as donné 130 millions sur 4 ans. Mais qui sont pas des mauvais joueurs, hein, qu'on me tape pas dessus que je dise qu'ils sont mauvais. C'est juste pour moi, on leur accorde une valeur qui est bien trop élevée comparée à leur niveau réel. Sa saison à Poole, elle est très très médiocre. Hein. On en attendait largement plus de lui. Enfin, moi, je sais pas médiocre. Je sais pas médiocre, mais c'est vrai que vraiment... par rapport aux attentes et ce qu'il a montré la saison dernière, tu peux pas dire qu'il y a une véritable progression. Il a pas fait de pas en avant. Tu peux difficilement dire qu'il a fait un pas en avant dans le jeu. Après, encore une fois, pour ces joueurs-là, le juge de paix, ça va être peut-être les playoffs. Et par rapport à ce que tu disais, concernant Simon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Mais c'est vrai que je comprends parfaitement ce que tu veux dire, notamment au niveau du tough shot making. Même si je dirais que, tu vois, dans les coins sur le catch and shoot, c'est quand même ça reste pour moi une référence quand même de la ligue, mais c'est vrai que sur le tough shot making, c'est pas CJ McCollum. Voilà. c'est pas CJ McCollum. Ou Tyler Hero. Oui, ou Tyler Hero. Et c'est vrai que tu vois, Jordan Poole, Tyler Hero, des fois Tyrese Maxey, même Desmond Bane, hein, on sent que c'est, tu vois, c'est un petit quintet qui revient souvent un peu ensemble sur l'avenir au poste de shooting guard. Et c'est vrai que en fonction des performances d'un mois sur l'autre, tu peux avoir des rankings qui s'interchangent en fait plus ou moins entre ces joueurs-là. Alors moi, je dirais malheureusement, puisque c'est un joueur que j'aime bien, moi je dirais Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, en fait, j'ai l'impression en fait que aujourd'hui les gens pensent que Kyle Kuzma, il pourrait faire ce qu'il fait dans une meilleure équipe et avoir ce rôle-là. Kyle Kuzma, je pense que le rôle qu'il a aujourd'hui comme 3e option offensive dans une équipe moyenne, je pense pas qu'il peut faire ça dans une équipe qui vise 50 victoires en étant la 3e option. Par exemple, je pense pas qu'en mettant par exemple Kyle Kuzma à la place de Michael Porter Jr., tu as une meilleure équipe de Denver. Même si, d'un point de vue production et d'un point de vue peut-être rôle, si tu demandes à la plupart des gens, ils te diront que, bien sûr, que Kyle Kuzma est meilleur que Porter Jr. Et pour moi, ce sera lui, du coup, le joueur, puisque je ne dois pas parler de Spencer Dinwiddie. Ah, Spencer Dinwiddie, ouais, pas mal. Ah ouais.
Ah, c'est pas mal Euh, Kuzma. Après, j'avais pas cette impression qu'il soit vraiment surcoté, mais à voir où il va finir, parce qu'apparemment, il va pas prolonger chez les Wizards. Donc, ta théorie va peut-être voir le jour. D'un point de vue contractuel, pour moi, il n'y a pas photo entre la différence de contrat qu'il doit y avoir entre Jeremy Grant et Kyle Kuzma à la fin de la saison. Je pense que si tu demandes si tu demandes à 100 personnes, alors que pour moi, il y a une vraie Ah, différence entre les deux. Ah, je sais pas, parce que en termes de surestimé, Jeremy Grant, il est dans le haut du panier, je trouve aussi. il reste meilleur que Kuzma Ah non, de mais encore une fois, je parle pas ça, de ouais. niveau, je parle de Ouais, regard ouais. qu'ont les gens vis-à-vis de leur niveau réel. Je trouve que Jeremy Grant, on est quand même pas mal dans le théorique ces derniers temps que dans la pratique. On enchaîne, on va arriver sur la fin alors que le chrono a explosé. On va arriver du coup sur la fin avec la dernière question. Alors, y a-t-il des stats trouvant grâce à vos yeux pour analyser l'impact individuel défensif d'un joueur sur son équipe? Si oui, lesquels? Mm. Donc là, c'est essentiellement une question sur les stats défensives pour l'impact individuel. Alors, on va peut-être pas aller en détail parce que ce sera peut-être, ça pourrait être l'objet d'un podcast complet. Si vous avez quelques stats à citer, Constant, Gabin, allez Constant. Ah, déjà, il faut séparer les extérieurs des intérieurs. Pour moi, les intérieurs, Mm. tu peux déjà un peu plus filtrer tout ce qui est protection de cercle, etc., etc. Moi, un truc que j'aime bien, bon, il y a le defensive LeBron. Alors là, on est dans des stats très, 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 très avancés. Mais le defensive LeBron qui permet à peu près de situer le niveau défensif d'un joueur. De temps en temps, je regarde, c'est le defensive box plus minus où Ouais. c'est un joueur comparé à un défenseur average dans une équipe average pour savoir à peu près comment se situe le joueur. Et il y a un point que j'aime bien regarder, c'est sur Basketball Index, c'est la difficulté des match-ups. Parce qu'on peut souvent avoir l'impression qu'un joueur est un mauvais défenseur, mais en fait, quand on regarde les match-up difficulty, on se rend compte qu'il a des match-up plus compliqués qu'un joueur qui est considéré comme un bon défenseur, mais qui finalement a des match-up assez, plus simples que ce que peut avoir un autre défenseur. Donc oui, pour moi, le defensive LeBron, le defensive box plus minus et l'indice de difficulté des match-ups. Ouais, j'ai un peu les mêmes. Après, celle que t'as peut-être pas dit, c'est Defensive Win Share Estimation. Aussi, Ça, oui. c'est le nombre de victoires gagnées grâce à la défense d'un joueur. Et c'est estimé. Donc, quand on n'a pas forcément envie d'aller vraiment dans le détail, on peut regarder ça pour avoir une grosse idée. Mais après, celle-là, faut vraiment la prendre avec des pincettes. Ça veut pas tout dire. C'est vraiment juste. Mais la défense en général, c'est très dur à analyser, je trouve. Faut regarder les matchs. Alors que l'attaque, par exemple, tu peux juste en regardant les stats savoir si le joueur est un bon scoreur ou pas, ou un bon organisateur. Défense, c'est très très compliqué. C'est vrai que la défense, ça implique beaucoup plus de la défense, ça implique beaucoup plus de joueurs. Et puis après, pour par exemple, pour citer, hein, le défensif, chacun a le sien. Quoi. Le défensif LeBron, c'est 538, 538. Le défensif Raptor, ah non, je crois que c'est le Raptor 538. Le défensif LeBron, C'est c'est Basketball Index. Basketball Index. T'as le défensif Real Plus Minus aussi, qui est la stat de Engelman d'ESPN. Donc voilà, chacun a un peu sa métrique phare. Moi simplement pour rajouter quelque chose, comme tu disais Constant, l'importance de séparer par exemple pour les intérieurs et les extérieurs. On peut avoir par exemple le defensive rating on-off. Donc comment se comporte la défense de l'équipe quand le joueur est sur le terrain et quand il ne l'est pas. Et tu peux, ça c'est avec Clean the Glass, tu peux faire ça, ou tu peux par exemple, notamment pour Evan Mobley, ou même ça pouvait être fait aussi pour les Bucks et pour Memphis avec Jaren Jackson. Tu enlèves tu enlèves un pivot et tu vois par exemple comment se comportent les line-up quand il n'y a pas par exemple Jared Allen, quand il n'y a pas Steven Adams, qu'est-ce qui se passe au niveau de la défense par exemple. Donc ça peut être des stats qui sont intéressantes. Malheureusement il y a que par exemple sur NBA.com t'as l'indice de détérioration comme tu disais Constant, le defensive field goal percentage au cercle, c'est une stat publique. Ensuite, le defensive wheel plus minus, c'est une stat publique. Tu peux y accéder sans avoir de compte parent. Par contre, après, il faut aller sur Clean the Glass, faut aller sur Basketball Index. Et après, 538, je crois que c'est aussi
public. Donc c'est vrai que les stats défensives qui veulent vraiment dire des choses sont souvent payantes. Après, si vous n'avez pas les moyens je comprends, de payer un site de stats avancé, Basketball Référence fait très bien l'affaire pour juste des stats de base. Et il y a déjà énormément en fait à aller chercher sur Basketball Référence et aussi le site NBA.com. C'est deux sites sans payer qui vont quand même assez loin, je trouve. Donc voilà pour nous. On tient à vous remercier d'ailleurs pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. On a eu d'autres. On était obligé de faire un tri pour essayer de respecter le timing. On a explosé encore une fois. Mais bon, on n'était pas là la semaine dernière. Du coup, on vous donne un peu de rab cette semaine. Pour le mot de la fin, comme on va faire de façon classique, vous rappelez d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux et puis d'écouter des podcasts sur les plateformes d'écoute comme Podcast Addict, Spotify, Deezer, voilà quoi. Donc nous on se retrouve peut-être la semaine prochaine et puis on vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Salut.